Nous n'étions partis que 2 semaines. Une escapade courte mais nécessaire sur la côte. Après une année pleine de stress et de sacrifices. Ma fille, Lucie, n'avait jamais vu la mer, et ce voyage était mon cadeau pour elle, et pour moi. Le village côtier de Cassis nous a accueillis avec ses eaux turquoises et son air salin, qui semblait laver tous nos soucis. Pendant ces quelques jours, j'ai vu ma petite courir sur le rivage, ramasser des coquillages colorés et construire des châteaux de sable que la mer emportait chaque soir. Son rire, aussi clair que l'eau, me faisait oublier les tracas que nous avions laissés derrière nous dans notre petit appartement en banlieue parisienne. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi sans le poids des factures en attente, des services supplémentaires au café, des regards condescendants de ma mère et de ma sœur chaque fois que je rentrais épuisée du travail. « On peut vivre ici pour toujours, maman ?» m'a demandé Lucie un soir, alors que le soleil commençait à se cacher et peignait le ciel en orange. J'ai souri en caressant ses cheveux bruns emmêlés par le vent. « Un jour, mon trésor, ai-je promis, sachant que ces mots étaient de plus un rêve qu'une possibilité réelle. Le retour fut long. Le car avançait lentement sur des routes sinueuses, tandis que Lucie dormait, la tête sur mon épaule, un petit coquillage serré dans son poing. Je regardais par la fenêtre, observant le paysage changer. Les couleurs vibrantes de la côte se transformaient en la grisaille de la ville. Au fond de moi, je sentais que quelque chose n'allait pas, mais j'ai décidé de l'ignorer. C'était peut-être juste la fin inévitable de vacances que j'avais tant désirée. Quand nous sommes enfin arrivés dans notre quartier, nous avons marché les 500 mètres de l'arrêt de bus à notre immeuble. La rue des Lilas était comme d'habitude, les mêmes chiens errants, les mêmes voisins assis sur leur balcon pour fuir la chaleur, la même Madame Dupont vendant des crêpes à l'angle. Rien n'avait changé, et pourtant, tout semblait différent. Notre appartement, petit mais toujours propre et ordonné, paraissait identique de l'extérieur. Le petit balcon que j'avais eu tant de mal à entretenir était toujours là, avec ses géraniums rouges et ses fougères. La même fissure sur le trottoir que j'avais promis de réparer un jour. Même la porte d'entrée bleue, décolorée par le soleil, semblait m'accueillir comme toujours. « On va voir mamie et tata Camille », s'est exclamée Lucie, lâchant ma main et courant vers l'entrée. Je l'ai suivie plus lentement, traînant la valise et essayant d'ignorer cette étrange sensation qui grandissait dans ma poitrine. J'ai ouvert la porte avec ma clé et je suis entrée. L'appartement était trop silencieux. Normalement, à cette heure, ma mère serait en train de préparer le dîner, la télévision serait allumée sur un feuilleton, et ma sœur Camille serait au téléphone, se plaignant de son travail dans la boutique de vêtements du centre commercial. « Maman ? Camille ?» ai-je appelé, laissant la valise près de la porte. Personne n'a répondu. Lucie avait déjà couru dans le couloir vers notre chambre. Nous la partagions depuis que Camille avait emménagé avec nous après son divorce, occupant la petite chambre qui était auparavant celle de ma fille. Cela ne m'avait pas dérangée à l'époque. Ma sœur traversait une mauvaise passe et avait besoin de soutien. En plus, Lucie adorait dormir avec moi. Elle disait qu'ensemble, nous faisions fuir les monstres sous le lit. J'allais la suivre quand j'ai entendu son cri. Un son que je n'oublierai jamais, un mélange de surprise, de confusion et d'une douleur si profonde qu'elle m'a paralysée une seconde. J'ai couru vers elle, mon cœur battant si fort que je pouvais le sentir dans mes oreilles. Quand je suis arrivée à la porte de notre chambre, je l'ai vue. Ma petite Lucie, debout au milieu d'un espace vide. Il n'y avait plus notre lit, ni la petite table où nous faisions ses devoirs. Il n'y avait plus ses jouets, ni sa collection de pierres colorées, ni même les rideaux jaunes que nous avions cousus ensemble au printemps dernier, en chantant des chansons de Clara Luciani. Lucie s'est tournée vers moi, ses grands yeux sombres brillant de larmes contenues. « Maman, où sont nos affaires ?» a-t-elle murmuré d'une voix si faible que je l'ai à peine entendue. J'ai senti le sang quitter mon visage. Un froid soudain m'a parcouru le dos alors que j'essayais de comprendre ce que je voyais. Les murs, autrefois décorés des dessins de Lucie, étaient maintenant nus. Le sol où nous nous asseyions pour lire des histoires avant de dormir était vide. C'était comme si nous n'avions jamais existé dans cet espace. J'ai fait un pas en avant, incapable de parler, incapable d'expliquer à ma fille quelque chose que je ne comprenais pas moi-même. Et c'est là que je l'ai vue. La petite boîte en bois que je gardais sous le lit, où je mettais les économies de plusieurs années de travail, avait également disparu. « Je ne comprends pas, maman, » dit Lucie.
et une larme coula sur sa joue ronde. On nous a cambriolés, avant que je puisse répondre, avant que je puisse la serrer dans mes bras et lui promettre que tout irait bien, même si je n'avais aucune idée de comment. J'ai entendu des pas dans le couloir. Des pas que je connaissais bien, le son des talons bon marché de ma sœur claquant contre le carrelage. J'ai pris la main de Lucie et l'ai attirée contre moi, me préparant à affronter ce qui allait arriver. J'ai senti son petit corps trembler contre le mien, et j'ai su que, quoi qu'il arrive, je devais être forte. Pour elle, pour nous. Camille est apparue sur le seuil, avec un sourire que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas le sourire chaleureux de la sœur qui me consolait quand nous étions enfants, ni le sourire complice de nos secrets partagés. C'était un sourire froid, presque victorieux, comme si elle venait de gagner un jeu auquel je ne savais même pas que nous jouions. « Vous voilà enfin de retour », s'est-elle exclamée d'un ton bien trop joyeux pour la scène qu'elle avait devant elle. Ma fille en larmes et moi, pâle comme un fantôme. « C'était bien Cassis ? Vous vous êtes amusés ?» Je suis restée sans voix, incapable de comprendre son attitude. Comment pouvait-elle agir si normalement alors que notre chambre était complètement vide ? « Camille ?» ai-je réussi à articuler finalement. « Où sont nos affaires ?» Ma sœur a haussé un sourcil parfaitement dessiné et a regardé autour de la pièce, comme si elle remarquait seulement maintenant qu'elle était vide. Puis elle a laissé échapper un petit rire qui m'a glacé le sang. « Cette chambre ? Maintenant c'est la mienne, » dit-elle d'un ton presque enfantin, enjoué. « J'ai tout vendu ce qu'il y avait ici, et j'en ai tiré un bon prix. Ces vieux meubles valaient plus que je ne le pensais. » J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Avais-je bien entendu ? Ma propre sœur avait vendu nos affaires. Toutes nos affaires, y compris les jouets de Lucie, les souvenirs que nous avions accumulés au fil des ans, les vêtements que nous avions eu tant de mal à acheter. « Qu'est-ce que tu racontes ?» ai-je bégayé, serrant plus fort la main de Lucie, qui sanglotait silencieusement à côté de moi. « Oh, ne fais pas cette tête !» répondit Camille, faisant un geste désinvolte de la main. Ses longs ongles rouges brillaient sous la lumière qui entrait par la fenêtre. « Tu savais bien que ça allait arriver un jour. Cet appartement est trop petit pour tout le monde, et maman et moi avons décidé qu'il fallait faire quelques changements pendant que vous n'étiez pas là. Maman ? La mention de ma mère m'a ramenée à la réalité. Où est-elle ? Comme si je l'avais invoquée, j'ai entendu le bruit familier des pantoufles de ma mère traînant dans le couloir. Elle est apparue derrière Camille, s'essuyant les mains avec un torchon. Son visage, marqué par des années de travail acharné et de sacrifice, affichait une expression que je ne connaissais que trop bien, ce mélange d'indifférence et de dédain qu'elle me réservait exclusivement. « Il était temps que vous rentriez », dit ma mère, me toisant de la tête aux pieds comme pour évaluer mon apparence après le voyage. « Comment va ma petite fille préférée ?» ajouta-t-elle en s'adressant à Lucie d'un ton complètement différent, doux et affectueux. Mais Lucie, toujours si perspicace pour ses 7 ans, se cacha derrière moi, rejetant pour la première fois l'affection de sa grand-mère. « Maman, dis-je, essayant de garder mon calme, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi notre chambre est vide ? Où sont nos affaires ?» Ma mère fit ce bruit avec sa langue, ce claquement de désapprobation qui m'avait accompagnée toute ma vie. « Ta sœur est enceinte, ma chérie. Il est juste qu'elle ait son propre espace. Vous pouvez dormir dans le salon pour l'instant. » Les mots me sont tombés dessus comme une douche froide. Enceinte ? Camille attendait un bébé ? Et plus important encore, cela justifiait-il qu'on nous dépouille de tout ce que nous avions ? Enceinte ? ai-je répété, regardant ma sœur qui caressait maintenant son ventre encore plat avec une expression de fierté. 3 mois, confirma Camille avec un sourire radieux. Romain et moi allons nous marier le mois prochain. Il va s'installer ici et nous avons besoin de place pour le bébé. Romain, le même homme qu'il avait quitté il y a seulement 6 mois, le même qui l'avait trompé avec sa meilleure amie, le même qui ne lui avait jamais donné un centime pour l'aider. Et maintenant, soudainement, ils allèrent fonder une famille, dans notre appartement, dans notre chambre. Et nos affaires, ai-je insisté, sentant la colère commencer à remplacer le choc initial. Qu'avez-vous fait de tout ? Les vêtements de Lucie, ses jouets, ses livres d'école ? Camille haussa les épaules. J'ai vendu la plupart des choses au marché aux puces de Saint-Ouen. Ce qui ne s'est pas vendu, je l'ai donné à une association. Ne t'inquiète pas, j'ai gardé quelques affaires de la petite dans une boîte. Elle est dans la cour. Une boîte ? La voix de Lucie, petite mais ferme, rompit le silence qui suivit.
Mes poupées, mes livres, ma collection de coquillages, tout est dans une boîte. Ma mère soupira avec impatience. « Oh, Lucie, ne sois pas si dramatique. Ce ne sont que des choses. On t'achètera de nouveaux jouets quand ton petit cousin naîtra et n'en aura plus besoin. » J'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas seulement le fait qu'elles aient vendu nos biens, ni même qu'elles aient décidé de s'approprier notre chambre. C'était la façon dont elles le disaient, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, comme si nous n'avions aucune importance, comme si nos sentiments, notre espace, notre dignité ne valaient rien. Mes économies, dis-je d'une voix tremblante. Il y avait une boîte en bois sous le lit. Où est-elle ? Un silence gêné emplit la pièce. Camille regarda ma mère, qui trouva soudain le torchon entre ses mains très intéressant. « Maman ?» insistai-je, sentant mon cœur battre de plus en plus vite. « Où est l'argent que j'avais mis de côté ?» Ma mère leva les yeux, d'un air de défi. « Nous l'avons utilisé pour la robe de mariée de Camille et le premier versement de la bague de fiançailles. C'était juste. Après tout ce que nous avons fait pour toi et la petite. Tout ce qu'elles avaient fait pour nous. Comme si nous permettre de vivre dans l'appartement familial était une grande faveur, et non mon droit en tant que fille. Comme si garder occasionnellement Lucie pendant que je faisais des doubles services était un sacrifice énorme, et non ce que n'importe quelle grand-mère ferait. Comme si je ne contribuais pas à la plupart des dépenses de la maison depuis que j'avais commencé à travailler à 16 ans. 7 ans d'économie. 7 ans à me priver de petits luxes, à faire des heures supplémentaires, à vendre des créations artisanales le week-end. Tout ça pour pouvoir donner à Lucie un avenir meilleur, pour pouvoir un jour déménager dans notre propre appartement, loin de la désapprobation constante de ma mère et des caprices de ma sœur. Et maintenant, tout cet effort s'était transformé en une robe de mariée et une bague pour un homme qui abandonnerait probablement Camille à nouveau dès que les choses deviendraient difficiles. « Comment avez-vous pu ?» ai-je murmuré, sentant les larmes menacées de couler, mais refusant de leur donner la satisfaction de me voir pleurer. C'était tout ce que nous avions. « Ne sois pas si dramatique, Isabelle, » répondit Camille en levant les yeux au ciel. « Tu as toujours été aussi excessive. Tu devrais être heureuse pour moi. Je vais enfin avoir la famille dont j'ai toujours rêvé. »« Et ma famille à moi ?» ai-je demandé en montrant Lucie, qui s'accrochait toujours à ma main, comme si elle craignait que je disparaisse aussi. « Et nous ? Vous serez toujours les bienvenus ici, » intervint ma mère avec ce ton condescendant que je détestais tant. « Mais tu dois comprendre que les priorités changent. Ta sœur a besoin de stabilité maintenant plus que jamais. Et moi ? Non ? Lucie, non ? » J'ai voulu crier, les secouer, leur faire comprendre à quel point elles étaient injustes, cruelles, mais aucun son ne sortit de ma bouche. Juste un silence dense, lourd, chargé de tous les mots que je n'avais jamais osé dire. « Le dîner sera prêt dans une demi-heure, » ajouta ma mère, comme si de rien n'était, comme si elle ne venait pas de détruire notre petit monde. « Vous pouvez vous installer sur le canapé pour ce soir. Demain, on verra comment on s'organise. » Et sur ce, elle a tourné les talons et est retournée à la cuisine. Camille m'a jeté un dernier regard, un mélange de triomphe et de fausse compassion, avant de suivre ma mère, fermant la porte de notre ancienne chambre, maintenant la sienne, derrière elle. Je suis restée là, debout, au milieu de nulle part, tenant la main de ma fille, qui tremblait non seulement de tristesse, mais aussi de colère, une émotion que je n'avais jamais vue en elle auparavant. Ses yeux, si semblables aux miens, me regardaient, attendant une réponse, une solution, un miracle qui arrangerait tout. « Qu'est-ce qu'on va faire, maman ?» demanda-t-elle dans un murmure. Je pris une profonde inspiration, essayant de contrôler le tourbillon d'émotions qui me consumait. Et à ce moment, en regardant dans les yeux de ma fille, j'ai pris une décision qui allait changer nos vies pour toujours. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas crié, je ne leur ai pas donné la satisfaction de me voir m'effondrer. J'ai simplement regardé Lucie. J'ai séché avec mon pouce la larme qui coulait sur sa joue et je lui ai souri du mieux que je pouvais. « On va dehors chercher cette boîte », lui ai-je dit à voix basse. « Après, toi et moi, on va faire un tour. » Lucie a hoché la tête, confuse, mais me faisant confiance comme elle l'avait toujours fait. Nous sommes sortis de la chambre vide, passant devant la cuisine où ma mère préparait le dîner comme si de rien n'était, fredonnant une vieille chanson d'Aznavour qu'elle me chantait quand j'étais petite. Camille était assise sur le canapé, parlant au téléphone, probablement avec Romain, riant bêtement. Aucune des deux ne nous a prêté attention, alors que nous nous dirigions vers la petite cour arrière. La boîte était là,
à côté de la buanderie. Une boîte en carton usée, de celles qu'on trouve au supermarché, avec le mot « Lucie » écrit au feutre noir. Lucie a couru vers elle et l'a ouverte, pleine d'espoir. Son visage s'est assombri en voyant le contenu. À peine quelques livres de contes, son vieux cartable d'école, et 2 poupées de chiffon qu'elle avait faites elle-même avec des chutes de tissu. Rien de sa collection de coquillages, ni des petits trésors qu'elle avait accumulés au cours de ses 7 années de vie. Rien des cadeaux que je lui avais achetés avec tant d'efforts pour les occasions spéciales. « Ah, c'est tout ce qui reste », murmura-t-elle, serrant une des poupées contre sa poitrine. J'ai hoché la tête, sentant la détermination grandir en moi. Alors, c'est tout ce dont nous avons besoin pour l'instant. J'ai pris la petite valise avec laquelle nous avions voyagé à Cassis, qui contenait encore nos maillots de bain, quelques vêtements de rechange et les crayons de couleur avec lesquels Lucie avait dessiné des paysages marins pendant nos vacances. J'y ai mis les quelques objets de la boîte qui valèrent la peine d'être conservés et j'ai fermé la valise. « On s'en va ?» demanda Lucie, avec un mélange de peur et d'espoir dans la voix. « Oui, mon amour, on s'en va. Je ne suis pas rentrée pour dire au revoir. » Je n'ai pas laissé de mots. Je n'avais rien à expliquer à ceux qui n'avaient jamais essayé de me comprendre. J'ai juste pris la valise d'une main et Lucie de l'autre, et nous sommes sortis par la porte d'entrée. Camille était debout sur le seuil de la cuisine, nous observant avec une expression confuse. Pour la première fois, j'ai vu une lueur de doute dans ses yeux, comme si elle n'était soudainement plus si sûre de ce qu'elle avait fait. Elle s'attendait à ce que je crie, que je fasse une scène, que je supplie. Mon silence la déconcerta plus que n'importe quelle réclamation. « Où est-ce que vous allez ?» demanda-t-elle, d'un ton qui se voulait désinvolte, mais qui ne parvenait pas à cacher sa nervosité. « Faire un tour », ai-je répondu, sans la regarder directement. « Ne nous attendez pas pour dîner. Ma mère n'est même pas sortie nous voir. Elle pensait probablement que c'était un autre de mes « drames », comme elle les appelait. Que nous reviendrions dans quelques heures, affamées et repentantes, prêtes à accepter les nouvelles conditions, à dormir sur le canapé, à nous contenter des miettes de notre propre vie. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, quelque chose s'était définitivement brisé en moi. Ce n'était pas seulement la perte matérielle, ni même l'argent économisé avec tant d'efforts. C'était la trahison. La façon dont elles avaient effacé notre existence, comme si nous ne valions rien, comme si nous étions superflus, invisibles. Nous avons marché en silence jusqu'à l'arrêt de bus. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'un orange intense, semblable à celui que nous avions vu sur les plages de Cassis. Lucie marchait à mes côtés, hésitante mais courageuse, jetant des regards occasionnels en arrière, vers le seul foyer qu'elle avait connu. « On ne va plus vivre avec mamie et tata Camille ?» demanda-t-elle finalement, alors que nous attendions le bus. « Non, mon trésor, » répondis-je doucement. « Nous allons trouver notre propre endroit. Un endroit où personne ne pourra nous enlever ce qui est à nous. Tu es fâchée contre elle ?» J'ai réfléchi à la question. Étais-je fâchée? Oui, bien sûr. La rage bouillait en moi comme de la lave. Mais il y avait autre chose. Quelque chose de plus profond et de plus douloureux. Une immense tristesse de réaliser, enfin, que je n'avais jamais eu l'amour inconditionnel de ma famille. Que pour elle, j'avais toujours été la fille problématique, la sœur agaçante, celle qui ne méritait ni le même respect, ni la même considération. « Je suis triste », ai-je répondu honnêtement. « Mais je suis aussi sûre que toi et moi, on va s'en sortir. » Le bus est arrivé, crissant en s'arrêtant devant nous. Nous sommes montés, et j'ai payé 2 tickets avec le peu d'argent qu'il me restait. Nous nous sommes assises à l'arrière, près de la fenêtre. Alors que le véhicule s'éloignait de notre quartier, j'ai vu Lucie appuyer sa tête contre la vitre, observant les rues familières s'éloigner. « Où est-ce qu'on va ?» demanda-t-elle, sans quitter la fenêtre des yeux. C'était une bonne question. Je n'avais pas de plan. Je n'avais pas pensé au-delà du besoin impérieux de quitter cet appartement, de m'éloigner de ces personnes qui avaient trahi notre confiance. Mais je devais improviser, pour Lucie, pour nous deux. « Tu te souviens de Manon, mon amie du café ?» Lucie a hoché la tête. Manon était serveuse comme moi, une fille de Lille qui était montée à Paris pour chercher une vie meilleure. Nous partagions les mêmes services et parfois des confidences pendant les pauses. On va lui demander si on peut rester chez elle quelques jours, le temps de trouver autre chose. Je n'étais pas sûre que Manon nous accueillerait. Elle vivait dans une petite chambre de bonne à Belleville,
Un quartier difficile mais vibrant au cœur de la ville. Nous nous connaissions à peine en dehors du travail, mais c'était la seule personne à qui je pouvais penser à ce moment-là. La seule qui comprendrait peut-être, qui ne jugerait pas, qui ne poserait pas de questions embarrassantes. Le trajet fut long. Nous avons dû changer de bus 2 fois, et il faisait nuit noire quand nous sommes arrivés dans la rue où vivait Manon. Lucie était fatiguée, traînant les pieds, alors que nous marchions dans des ruelles étroites, pleines d'étals ambulants, qui remballaient leurs marchandises après une longue journée de vente. L'immeuble était un vieux bâtiment de 2 étages, avec une cour intérieure où quelques femmes lavaient du linge dans des lavoirs communs, malgré l'heure tardive. Des enfants couraient entre les étendages chargés de vêtements colorés, et l'odeur de cuisine flottait dans l'air. J'ai demandé Manon à une vieille dame qui tricotait assise sur une chaise en plastique près de l'entrée. « Manon Dubois ? Chambre 12, 2e étage », répondit-elle sans lever les yeux de son tricot. Nous avons monté un escalier en ciment usé, Lucie s'accrochant à ma main. Quand nous sommes arrivés devant la porte marquée d'un 12 presque effacé, j'ai hésité un instant. Et si Manon n'était pas là? Et si elle ne voulait pas nous aider? Que ferions-nous alors, avec la nuit tombée et à peine assez d'argent pour quelques repas? Je pris une profonde inspiration et frappai à la porte. 1, 2, 3 fois. Rien. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai entendu des pas pressés de l'autre côté. « C'est qui ?» demanda une voix féminine que j'ai reconnue immédiatement. « C'est Isabelle », ai-je répondu, sentant une boule dans ma gorge. « Du café. Je suis avec ma fille. » Il y eut un moment de silence, puis le bruit de plusieurs verrous qu'on ouvrait. La porte s'ouvrit sur Manon, les cheveux attachés en une tresse désordonnée, vêtue d'un jogging et d'un vieux t-shirt. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise en nous voyant là, avec notre petite valise et nos visages épuisés. « Isabelle, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien ?» demanda-t-elle, inquiète. Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. Les larmes que j'avais réprimées pendant des heures ont commencé à couler, silencieuses mais irrépressibles. Lucie a serré ma main, effrayée de me voir pleurer pour la première fois depuis notre départ de la maison. « Désolée de venir comme ça, sans prévenir », ai-je réussi à dire entre 2 sanglots. Je ne savais pas où d'autre aller. Manon n'a pas posé d'autres questions. Elle a simplement ouvert plus grand la porte et nous a fait signe d'entrer. « Entrez », dit-elle avec fermeté mais gentillesse. « Ici, vous serez en sécurité. » Sa chambre était petite mais accueillante. Un lit simple, une table avec 2 chaises, une kitchenette improvisée dans un coin et une petite télévision sur une caisse en bois. Il n'y avait pas beaucoup d'espace, mais Manon s'est déplacée rapidement, sortant des couvertures et des oreillers d'une malle et les disposant sur le sol pour improviser un lit. « Ce n'est pas grand-chose », s'excusa-t-elle, « mais c'est propre et chaud. »« C'est parfait », ai-je répondu, ressentant une immense gratitude envers cette femme que je connaissais à peine, mais qui nous ouvrait sa maison sans poser de questions. Cette nuit-là, pendant que Lucie dormait profondément dans le lit que Manon avait insisté pour nous céder, je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de notre retour, du choc de trouver notre chambre vide, de la froideur de ma mère et de ma sœur, de la façon dont elles avaient vendu nos biens, de la façon dont elles avaient utilisé mes économies. J'ai parlé jusqu'à ne plus avoir de larmes, jusqu'à ce que les mots sortent secs et rêches de ma gorge. Manon a écouté en silence, servant du thé à la camomille dans des tasses ébréchées, hochant la tête de temps en temps. Quand j'ai fini, quand il n'y avait plus rien à dire, elle a pris mes mains dans les siennes. « Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en auras besoin », dit-elle avec une conviction qui me surprit. « Toi et la petite, jusqu'à ce que tu trouves quelque chose de mieux. Pourquoi tu m'aides comme ça ?» ai-je demandé, sincèrement confuse par tant de générosité. Manon a souri, un sourire triste et entendu, parce que quelqu'un m'a aidé quand j'en avais besoin, et parce que personne ne devrait traverser ça seul. Cette nuit-là, allongée à côté de Lucie dans le petit lit, écoutant sa respiration calme et le bruit lointain de la ville qui ne dort jamais, j'ai pris une décision. Je n'allais pas oublier ce qui s'était passé. Je n'allais pas pardonner facilement, mais je n'allais pas non plus laisser la rancœur consumer ma vie ou celle de ma fille. Nous allions nous reconstruire, repartir de zéro, sans peur, sans regret, avec la certitude que, quoi qu'il arrive, nous nous aurions toujours l'une l'autre. Et ça, plus que n'importe quelle possession matérielle, plus que n'importe quelle maison ou chambre, était ce qui comptait vraiment.
la seule chose que personne ne pourrait nous enlever. Le lendemain matin est arrivé avec le bruit du quartier qui s'éveillait. Des voix qui criaient, des enfants qui couraient à l'école, des vendeurs ambulants annonçant leurs produits. J'ai ouvert les yeux, désorienté un instant, jusqu'à ce que les souvenirs de la veille reviennent comme une avalanche. Lucie dormait toujours à mes côtés, une de ses poupées de chiffon serrée contre sa poitrine. Son visage était calme, étranger au tourbillon de soucis qui me tenait éveillée. Manon était déjà partie travailler. Elle avait laissé un mot sur la table. « Il y a du café et des croissants. Je reviens à 16h. Prends ta journée. » À côté du mot, une petite liasse de billets. Ma fierté a voulu la refuser, mais mon sens pratique m'a rappelé que je n'étais pas en position de refuser de l'aide. Pas maintenant. J'ai réveillé doucement Lucie, qui m'a regardée, confuse de ne pas reconnaître l'endroit. Je lui ai expliqué, du mieux que je pouvais, que nous allions rester avec Manon un certain temps, jusqu'à ce que nous puissions trouver notre propre espace. À ma grande surprise, elle l'a accepté avec cette résilience que seuls les enfants possèdent. « Je peux dessiner ici ?» demanda-t-elle en sortant ses crayons de couleur de la valise. « Bien sûr, mon amour. Mais fais attention, d'accord ? C'est la maison de Manon. » Pendant qu'elle dessinait, j'ai commencé à passer des appels. D'abord au café, pour expliquer que j'avais besoin de quelques jours de congé pour des raisons familiales. Monsieur Robert, le propriétaire, un homme âgé au cœur d'or, n'a pas posé de questions. « Prends le temps qu'il te faut, Isabelle. Ta place t'attendra. » Ensuite, j'ai appelé l'école de Lucie. La directrice, Madame Mercier, m'a écoutée attentivement lorsque je lui ai expliqué, sans entrer dans les détails douloureux, que nous avions déménagé soudainement et que nous devrions transférer Lucie dans une école plus proche de notre nouvelle adresse. « C'est dommage de perdre une élève aussi brillante, » a dit Madame Mercier avec sincérité. « Je vous enverrai ces papiers par email cet après-midi même. » Le reste de la journée, nous l'avons passé à explorer le quartier. Belleville était très différent de notre banlieue. Ici, tout était plus intense. Les couleurs, les odeurs, les sons. Des marchés de rue qui s'étendaient sur des pâtés de maisons entiers, offrant de tout. Des vêtements et de l'électroménager aux remèdes traditionnels les plus exotiques. Lucie observait tout avec de grands yeux, alternant entre la peur et la fascination. « Regarde, maman, une dame qui lit les lignes de la main », s'est-elle exclamée en montrant une vieille femme assise devant une petite table recouverte d'une nappe brodée. La femme, à la peau mate tannée par le soleil et aux yeux clairs presque transparents, nous a regardés et a souri, ne révélant que quelques dents. « Approchez », nous a-t-elle invité d'une voix rauque. La première lecture est gratuite pour les nouvelles venues dans le quartier. Je ne croyais pas à ces choses, mais Lucie semblait si enthousiaste que je n'ai pas pu refuser. Nous nous sommes assises en face d'elle, et la vieille femme a d'abord pris la main de ma fille. « Tu as un esprit fort, petite, » a-t-elle dit après avoir étudié les lignes de sa paume. « Tu as beaucoup perdu, mais tu gagneras plus. Ton cœur est comme celui de ta mère, courageux. » Puis, elle a pris ma main et l'a étudiée en silence, pendant ce qui a semblé une éternité. « Tu es sur un chemin difficile, ma fille, mais c'est le bon. Ne regarde pas en arrière. Ce que tu as laissé ne méritait pas tes larmes. » Nous avons quitté la vieille femme avec une étrange sensation de réconfort. Ces mots, bien que vagues, avaient touché quelque chose en moi. C'était peut-être juste ce que j'avais besoin d'entendre. Ou peut-être y avait-il quelque chose de plus dans ces yeux clairs qui semblaient en voir au-delà des apparences. Les jours suivants, nous avons établi une routine. Manon partait tôt travailler, et je restais avec Lucie, cherchant des écoles à proximité, des emplois avec des horaires flexibles, et surtout, un endroit où vivre. L'après-midi, quand Manon revenait, j'allais au café pour mon service du soir. Une semaine après notre départ, mon téléphone a sonné. C'était Camille. J'ai hésité avant de répondre, mais je l'ai finalement fait, me préparant à des cris, des reproches ou de fausses excuses. « Isabelle ?» Sa voix semblait différente, presque inquiète. « Où es-tu ? Maman devient folle. Elle dit que tu as emmené Lucie et qu'elle n'a aucune nouvelle de toi. Nous allons bien, » ai-je répondu sèchement. « Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Mais vous allez revenir ? Votre place est ici, avec nous. Nous sommes une famille. » Le mot « famille » sonnait creux, vide de sens. « Non, Camille, nous n'avons plus de place là-bas. Vous vous êtes chargé vous-même de le faire comprendre. Tu exagères comme toujours, » dit-elle en reprenant son ton habituel. « Ce n'était qu'une chambre, que des choses.
Tu peux en avoir d'autres. Il ne s'agit pas des choses, Camille. Il s'agit de respect, de confiance. Et vous avez brisé les deux. » Il y eut un long silence, puis un soupir. « Au moins, dis-nous où vous êtes. Maman veut voir Lucie. Quand nous serons installés, je vous le ferai savoir. Pour l'instant, nous avons besoin d'espace. » J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Je ne voulais pas entendre d'excuses ni de promesses vides. Je devais me concentrer sur ce qui nous attendait, pas sur ce que nous avions laissé derrière nous. L'opportunité s'est présentée 2 semaines plus tard. Monsieur Robert m'a appelé un après-midi, juste au moment où je commençais à désespérer du manque de logements abordables. « Isabelle, vous vous souvenez de ma sœur, Madame Leclerc? Elle a un petit appartement dans le 13e arrondissement qui est libre. Ce n'est rien de luxueux, mais c'est sûr. Et le loyer est juste. Elle m'a dit qu'elle cherchait des locataires de confiance, et j'ai pensé à vous et à la petite. » Le même après-midi, Lucie et moi sommes allés voir l'endroit. C'était un minuscule appartement au 3e étage d'un vieil immeuble. Une chambre, une petite salle de bain, et un espace qui faisait office de cuisine et de salon. Les murs étaient écaillés par endroits, et la tuyauterie faisait des bruits étranges. Mais il y avait de la lumière naturelle, et une petite fenêtre qui donnait sur une cour intérieure où poussait un lilas. Madame Leclerc, une femme âgée aux gestes brusques mais au regard aimable, nous a montré l'endroit sans cérémonie. « Mon frère dit que vous êtes travailleuse et responsable. Le 1er mois est déjà payé comme garantie. Si vous avez besoin de peindre ou de réparer quelque chose, dites-le-moi simplement. » Cette nuit-là, allongée à côté de Lucie dans le lit de Manon pour la dernière fois, je lui ai parlé de notre nouvelle maison. Ses yeux se sont illuminés quand je lui ai dit qu'elle pourrait décorer les murs comme elle le voudrait. « Je peux peindre des étoiles, comme celles qu'on voyait à la plage ? Toutes les étoiles que tu veux, mon amour. » Nous avons déménagé le lendemain, avec à peine plus que notre valise de voyage et quelques sacs de vêtements que Manon nous avait donnés. L'appartement était vide, sans meubles, mais ça n'avait pas d'importance. C'était notre espace, notre nouveau départ. Avec mon premier salaire complet au café, j'ai acheté un matelas que nous avons posé directement sur le sol. Pendant la journée, il servait de canapé, et la nuit, de lit. J'ai aussi acheté quelques casseroles et assiettes au marché aux puces, et une petite table pliante où Lucie pouvait faire ses devoirs. Peu à peu, l'espace a commencé à ressembler à un foyer. Lucie, fidèle à sa parole, a peint des étoiles sur les murs avec de la peinture que Monsieur Robert nous avait donnée. J'ai commencé à tisser des bracelets le soir, après avoir couché Lucie, me souvenant du talent que ma grand-mère m'avait enseigné quand j'étais enfant. Je les vendais le week-end sur un petit stand improvisé, près de la place de la République, où les touristes payaient bien pour de l'artisanat authentique français. J'ai également trouvé une école pour Lucie à quelques rues de notre appartement. L'institutrice, Mademoiselle Martin, une jeune fraîchement diplômée à l'énergie inépuisable, s'est immédiatement attachée à ma fille. « Elle a un talent particulier pour les histoires », m'a-t-elle dit lors de notre première rencontre. « Vous devriez voir les contes qu'elle écrit. » Les semaines se sont transformées en mois. La douleur de la trahison était toujours là, comme une cicatrice qui palpite parfois quand le temps change, mais elle ne dominait plus mes pensées. Il y avait quelque chose de libérateur à construire notre vie à partir de rien, à prendre des décisions sans avoir à me justifier auprès de personne, à voir Lucie s'épanouir loin de l'ombre de la désapprobation constante qui avait été notre vie antérieure. Un après-midi, alors que nous décorions notre petit appartement avec des plantes que nous avions achetées au marché, Lucie m'a posé une question qui m'a prise par surprise. « Maman, est-ce qu'on est plus heureuse maintenant ?» Je me suis arrêtée pour réfléchir. Étions-nous plus heureuses ? Je travaillais plus d'heures qu'avant, l'argent suffisait à peine pour le nécessaire, et notre espace était une fraction de ce que nous avions auparavant. Mais j'ai regardé Lucie, son sourire sincère, la façon dont elle parlait maintenant sans crainte d'être jugée, comment elle s'était fait des amis à l'école et avait ramené des camarades jouer à la maison. « Oui, mon trésor », ai-je répondu avec une certitude absolue. Nous sommes beaucoup plus heureuses maintenant. Et c'était vrai. Nous avions perdu des choses, mais nous avions gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, la liberté. La liberté d'être nous-mêmes, de rêver sans contrainte, de construire un avenir basé sur le respect mutuel. Et tandis que je regardais Lucie placer soigneusement un petit pot de fleurs sur le rebord de la fenêtre, j'ai su que nous étions exactement là où nous devions être. Le temps a passé plus vite que je ne l'aurais cru. 6 mois se sont écoulés en un clin d'œil dans notre nouvelle vie.
Notre petit appartement n'avait plus l'air vide. Avec de la patience et de la créativité, nous l'avions transformé en un espace accueillant et coloré. Lucie avait couvert un mur entier de dessins et de peintures qui reflétaient notre voyage. La mer de Cassis, la cour de l'immeuble de Manon, nos premières nuits sur le matelas par terre, les plantes qui poussaient sur le rebord de la fenêtre. Monsieur Robert m'avait promu responsable du service du soir au café, ce qui signifiait un meilleur salaire et un horaire qui me permettait d'être avec Lucie le matin et après l'école. Mes bracelets artisanaux avaient acquis une certaine réputation auprès des touristes, et je vendais maintenant aussi dans une petite boutique à Montmartre, dont la propriétaire, Madame Valérie, avait été enchantée par mon travail. Un samedi après-midi, alors que j'organisais mon stand au marché, une femme étrangère s'est arrêtée pour examiner mes bracelets. Elle était grande, avec des cheveux grisonnants et des yeux d'un bleu intense, qui contrastaient avec sa peau bronzée. « These are beautiful », dit-elle en anglais, avant de passer au français avec un fort accent. « Très joli. C'est vous qui les faites ?» J'ai hoché la tête, habituée aux touristes et à leurs questions. Mais cette femme était différente. Non seulement elle a acheté plusieurs bracelets, mais elle m'a demandé si je pouvais faire des modèles personnalisés. Elle s'est présentée comme Eleanor, une galeriste de San Francisco qui organisait des expositions d'artisanat du monde. « J'ai une petite galerie près de Fisherman's Wharf », a-t-elle expliqué en me tendant une carte. « Si vous pouvez créer une collection avec des motifs préhispaniques, je serais intéressée à l'exposer. Je paye bien et équitablement. » Cette nuit-là, après avoir couché Lucie, j'ai examiné la carte encore et encore. Était-il possible que mes simples bracelets puissent aller si loin ? L'idée m'excitait et m'effrayait à la fois. Je ne m'étais jamais considérée comme une artiste, juste comme une femme essayant de survivre, d'élever sa fille, de construire quelque chose à partir de rien. J'ai passé les semaines suivantes à faire des recherches sur les symboles préhispaniques qu'Eleanor avait mentionnés, à créer des modèles plus élaborés, à expérimenter de nouvelles techniques. Lucie est devenue mon assistante enthousiaste, donnant son avis sur les couleurs et les motifs, tout en faisant ses devoirs à notre table. 1 mois plus tard, j'avais une petite collection prête. 10 bracelets avec des motifs inspirés de l'iconographie aztèque et maya, chacun racontant une histoire différente. Nerveusement, j'ai envoyé des photos à Eleanor, qui a répondu presque immédiatement « Parfait, j'en veux 30 de plus. Je vous envoie une avance. » La somme qu'elle a virée sur mon compte bancaire m'a coupé le souffle. C'était plus que ce que je gagnais en 2 mois au café. Pour la première fois depuis que nous avions quitté la maison de ma mère, j'ai senti que nous pouvions vraiment construire quelque chose de solide, quelque chose à nous. C'est au milieu de ce moment d'espoir que j'ai reçu un appel inattendu. C'était un homme qui s'est présenté comme Maître Bernard. Son ton professionnel et distant m'a immédiatement mise en alerte. « Madame Isabelle Fuentes, je vous contacte parce qu'une cliente de mon cabinet m'a parlé de votre situation. Je crois comprendre que vous et votre fille avez été expulsés injustement de votre résidence familiale et que vos biens ont été vendus sans votre consentement. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. « Qui vous a parlé de nous ?» Une cliente qui préfère rester anonyme. C'est une dame qui fréquente le café où vous travaillez. Elle a entendu des bribes de votre histoire et a été touchée. Elle m'a demandé de vous offrir mes services à titre gracieux. Au début, j'ai cru que c'était une mauvaise blague ou une sorte d'arnaque. Pourquoi un avocat voudrait-il m'aider sans être payé ? Mais Maître Bernard s'est avéré authentique. Il m'a expliqué avec patience et dans des termes que je pouvais comprendre que j'avais un dossier solide contre ma mère et ma sœur. D'après ce que vous me racontez, l'appartement où vous viviez est au nom de votre défunt père et vous figurez comme cohéritière dans le testament, n'est-ce pas ? C'était vrai. Mon père était mort quand j'avais 15 ans, laissant l'appartement à ma mère et à ses 2 filles à parts égales. Je n'y avais jamais vraiment pensé. J'avais toujours supposé que c'était la maison de ma mère et que nous y vivions par sa grâce. Votre sœur n'avait aucun droit légal de vendre vos biens ou ceux de votre fille, et encore moins de s'approprier votre argent, a poursuivi l'avocat. Nous pouvons déposer une plainte formelle pour dommages et intérêts, ainsi que pour la valeur des biens dérobés. L'idée d'affronter légalement ma famille m'a retourné l'estomac. Pas par peur, mais par la tristesse de confirmer que nous en étions arrivés là. Cependant, j'ai pensé à Lucie, à la façon dont elle avait pleuré pour ses jouets perdus, à la façon dont elle demandait encore parfois, après ses livres préférés que nous n'avions jamais pu récupérer. Que devrais-je faire ? Ai-je demandé finalement. Pour commencer,
J'ai besoin que vous documentiez tout ce que vous avez perdu. Meubles, vêtements, objets personnels, jouets de la petite. Un inventaire aussi détaillé que possible avec des valeurs approximatives. Nous aurons aussi besoin de témoins qui pourront confirmer que vous viviez là et que ces objets vous appartenaient. Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'activités. Entre mon travail au café, la production de bracelets pour Eleanor et les réunions avec Maître Bernard, j'avais à peine le temps de respirer. Lucie, perspicace comme toujours, remarquait ma fatigue mais aussi ma détermination. « On va récupérer mes affaires, maman », a-t-elle demandé un soir alors que je l'abordais. « Non, mon amour », ai-je répondu honnêtement. « Ces choses n'existent probablement plus. Mais on va faire comprendre à mamie et à tata qu'elles ont mal agi. Et on va s'assurer que personne ne pourra plus jamais nous enlever ce qui est à nous. » Le jour où la plainte a été officiellement déposée, j'ai ressenti un mélange d'émotions contradictoires. Je ne cherchais pas la vengeance. La rancœur n'occupait plus une place centrale dans ma vie. Mais je voulais la justice. Pas seulement pour moi, mais pour Lucie. Je voulais que ma fille grandisse, en sachant qu'il y a des conséquences quand quelqu'un vous fait du mal, que vous n'avez pas à baisser la tête et à accepter les mauvais traitements, même s'ils viennent de votre propre famille. La réaction ne s'est pas fait attendre. Camille a appelé, hystérique, criant que comment osais-je les poursuivre en justice, que nous étions une famille, que j'étais ingrate après tout ce qu'elles avaient fait pour nous. Tout ce que vous avez fait pour nous, ai-je répété en gardant mon calme. Tu veux dire vendre nos affaires sans permission, voler mes économies, nous laisser sans endroit où dormir? Tu exagères comme toujours, a-t-elle crié. Ce n'était que des choses matérielles. En plus, tu n'as jamais dit qu'on ne pouvait pas utiliser ta chambre. Tu es partie sans rien dire. À quoi tu t'attendais? Je m'attendais à du respect, Camille. Le même que je vous ai toujours montré. Ma mère a aussi appelé. Son approche était différente. Elle a essayé de me manipuler avec la culpabilité, me rappelant tout ce qu'elle avait sacrifié pour moi, comment elle m'avait élevée seule après la mort de papa, comment elle avait travaillé dur pour me donner une éducation. Et c'est comme ça que tu me remercies, a-t-elle dit d'une voix brisée, en emmenant ma petite fille loin et maintenant en me poursuivant en justice. Que vont dire les voisins? À quoi tu penses, Isabelle? Je pense à ma fille, ai-je répondu fermement, à lui apprendre qu'elle mérite le respect et que personne n'a le droit de lui enlever ce qui lui appartient, pas même sa famille. L'appel s'est terminé avec ma mère en larmes et moi sentant un poids énorme sur la poitrine. Ce n'était pas facile de rester ferme, mais chaque fois que je doutais, je me souvenais du visage de Lucie cet après-midi-là, quand nous avions découvert la chambre vide. Je me souvenais de sa confusion, de sa douleur, de la façon dont elle avait demandé pourquoi quelqu'un lui ferait une chose pareille. La procédure judiciaire a avancé lentement. Il y a eu des audiences préliminaires, des échanges de documents, des déclarations sous serment. À chaque étape, Maître Bernard m'assurait que nous avions un dossier solide. Nous ne demandions pas une compensation exorbitante, juste la juste valeur de ce que nous avions perdu et la reconnaissance du préjudice moral causé. Un jour, de manière inattendue, nous avons reçu une offre de règlement. Ma mère et Camille étaient prêtes à me verser une somme qui représentait approximativement la valeur de mes économies et de certains des biens vendus. Ce n'était pas tout ce que nous demandions, mais c'était une reconnaissance implicite de leur culpabilité. « Qu'en pensez-vous » a demandé Maître Bernard alors que nous étudions la proposition dans son bureau. Nous pouvons continuer avec le procès, mais les procédures familiales peuvent être longues et épuisantes. Cette offre n'est pas idéale, mais elle est substantielle. J'ai réfléchi à ce que je voulais vraiment de tout cela. Ce n'était pas l'argent, même si cela nous aiderait certainement. Ce n'était pas de punir ma mère et Camille, même si une partie de moi sentait qu'elle le méritait. C'était quelque chose de plus profond. Je voulais clore ce chapitre, me libérer de ces liens toxiques qui continuaient de me tirer vers le passé. J'accepterai à une condition, dis-je finalement. Je veux que l'accord spécifie clairement que je renonce à tout droit sur l'appartement familial. Je ne veux plus rien qui me lie à elle. L'avocat m'a regardé, surpris. L'appartement est un bien de valeur, Isabelle. Votre part pourrait représenter une somme importante à l'avenir. Je sais, ai-je répondu avec une certitude qui m'a surprise moi-même. Mais la liberté vaut plus. Quand nous avons signé l'accord final, j'ai senti qu'une boucle était bouclée. L'argent que nous avons reçu n'était pas une fortune, mais c'était suffisant pour franchir une étape importante. Verser un acompte pour un petit appartement à nous, pas en location mais bien à nous.
un endroit d'où personne ne pourrait nous chasser, où Lucie pourrait grandir en sécurité. Ce soir-là, alors que nous dînions dans notre appartement loué, j'ai expliqué à Lucie ce qui s'était passé dans des termes qu'elle pouvait comprendre. Je lui ai parlé de l'accord, de la façon dont nous utiliserions l'argent, de l'avenir que nous construisions. « Ça veut dire que tu n'es plus fâchée contre mamie et tata ?» a-t-elle demandé, toujours directe, toujours perspicace. Il ne s'agit pas de colère, mon amour. Il s'agit d'apprendre de ce qui s'est passé et d'aller de l'avant. Parfois, les gens qui devraient prendre soin de nous nous font du mal. On ne peut pas changer ça, mais on peut décider comment on réagit. Et nous, on a choisi d'être fortes, n'est-ce pas? Elle a hoché la tête solennellement. On est forte comme la mère de Cassis. C'est ce que tu m'as dit une fois. J'ai souri, me rappelant ces mots que je lui avais murmurés lors de notre première nuit sur le matelas par terre, quand les larmes étaient encore fréquentes et que l'avenir semblait incertain. Exactement, forte comme la mer, et libre comme les mouettes qui volent au-dessus. Le nouvel appartement était à Montmartre, un quartier vibrant chargé d'histoire et de culture. Il était petit mais lumineux, avec 2 chambres, et un petit balcon où nous avons mis des plantes et une chaise à bascule que nous avons trouvée dans une brocante. Plus important encore, il était à nous. Mon nom et seulement mon nom sur l'acte de vente. Notre refuge, notre château. La vie a continué à prendre un rythme agréable. La collection de bracelets pour Eleanor a été un succès à San Francisco et elle m'a bientôt demandé d'autres créations, cette fois pour des colliers et des boucles d'oreilles. Monsieur Robert m'a proposé de devenir son associé dans un nouveau café qu'il prévoyait d'ouvrir près du musée Picasso, reconnaissant mon travail acharné de ces dernières années. Lucie s'épanouissait à l'école, se distinguant particulièrement en littérature et en art. Près de 2 ans s'étaient écoulés depuis cet après-midi, où nous étions revenus de Cassis pour trouver notre chambre vide. 2 ans de reconstruction, de découverte, de création de nouveaux liens. Manon était toujours une présence constante dans nos vies, devenant la tante que Lucie méritait. Monsieur Robert et Madame Leclerc étaient comme les grands-parents qu'elle n'avait jamais vraiment eus. Et notre petite communauté du quartier nous avait accueillis comme si nous en avions toujours fait partie. Je n'avais pas reparlé à ma mère ou à Camille depuis la signature de l'accord. Pas par rancune, mais parce que je sentais qu'il n'y avait plus rien à dire. Je recevais occasionnellement des messages de Camille avec des photos de son fils, Nicolas, qui avait maintenant 1 an et demi. Je répondais avec courtoisie mais distance. D'après ce que j'ai appris par des voisins de mon ancien quartier, Romain n'avait vécu avec elle que 6 mois avant de disparaître à nouveau, laissant Camille seule avec le bébé et ma mère assumant la responsabilité de l'aider. Un dimanche de mars, Lucie et moi avons décidé de visiter le marché aux puces de Saint-Ouen, célèbre pour son artisanat. Il faisait un temps parfait, avec ce ciel d'un bleu intense qu'on ne voit à Paris qu'au printemps. Lucie, maintenant âgée de 9 ans, marchait à mes côtés avec ce mélange d'indépendance et de proximité propre aux enfants qui commencent à découvrir leur propre chemin, mais ont encore besoin de la sécurité d'une main pour les guider. « Maman, on peut acheter ces marionnettes ?» demanda-t-elle en désignant un stand où un artisan de Lyon exposait des marionnettes en bois peintes à la main. « Bien sûr, allons voir. » Pendant que Lucie examinait les marionnettes avec l'artisan, qui lui expliquait patiemment comment elles étaient fabriquées, j'observais les gens passer. Des familles, des couples, des touristes prenant des photos, des vendeurs criant leurs marchandises. La vie grouillant autour de moi. Et c'est alors que je les ai vus. Camille poussait une poussette où je supposais que se trouvait Nicolas. Elle avait l'air fatiguée, avec des cernes profonds et les cheveux négligemment attachés. Elle avait perdu du poids, et pas de manière saine. À ses côtés, ma mère marchait lentement, s'appuyant sur une canne qu'elle n'avait pas la dernière fois que je l'avais vue. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans en 2. Toutes 2 regardaient distraitement les stands, sans l'enthousiasme qu'elles montraient habituellement en faisant du shopping. Mon premier réflexe a été de faire demi-tour, de prendre Lucie et de partir avant qu'elle ne nous voie. Mais quelque chose m'a retenue. Ce n'était pas de la peur, ni même de l'inconfort. C'était la prise de conscience soudaine que je ne ressentais plus rien de spécial en les voyant. Ni colère, ni douleur, ni nostalgie. Elles n'étaient que 2 femmes de plus sur une place bondée d'inconnus. Camille a été la première à me voir. Elle s'est arrêtée net, faisant presque trébucher ma mère sur la poussette. Ses yeux se sont écarquillés de surprise et de quelque chose d'autre. De la honte, du regret, tandis qu'elle touchait le bras de ma mère et désignait ma direction. Ma mère m'a regardée, et un instant,
Il a semblé qu'elle allait s'approcher, mais son expression a changé. Elle a détourné le regard, feignant de ne pas m'avoir vue, et a tiré le bras de Camille pour continuer à marcher dans la direction opposée. Lucie, qui avait fini d'examiner les marionnettes et tenait fièrement celle qu'elle avait choisie, a suivi mon regard et les a vues. « Maman, ce n'est pas mamie ?»« Et tata Camille ?» dit-elle, sa voix mêlant curiosité et une certaine méfiance. « Oui, mon trésor, ce sont elles. Pourquoi elles s'en vont? Elles ne nous ont pas vus? Je crois qu'elles nous ont vus, mais peut-être qu'elles sont pressées. » ai-je répondu, évitant de compliquer les choses. Lucie a serré ma main, se redressant comme si elle voulait paraître plus grande, plus forte. « C'est la dame de ma chambre, » dit-elle, assez fort pour que d'autres personnes autour de nous se retournent. Camille, qui l'a manifestement entendu, s'est visiblement crispée, accélérant le pas. Ma mère n'a même pas regardé en arrière. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. La dignité silencieuse de Lucie, sa manière de nommer ce qu'on lui avait fait sans drame mais avec clarté, était plus puissante que n'importe quelle plainte que j'aurais pu formuler. Nous avons continué notre promenade dans le marché, achetant de petits trésors pour notre maison. Un tapis tissé à la main pour le salon, des tasses en céramique de Digoin, une peinture d'un artiste de rue qui a parfaitement capturé le bleu de la mer de Cassis qui nous manquait tant. Nous avons mangé des crêpes au sucre et au citron, et Lucie a taché son t-shirt, riant en essayant de le nettoyer. C'était un après-midi ordinaire, un parmi tant d'autres dans notre nouvelle vie. Et pourtant, pour moi, il a représenté un moment de révélation. J'ai vu ma fille évoluer dans le monde avec confiance, sans l'ombre d'insécurité que j'avais portée toute mon enfance et ma jeunesse. Je l'ai vue interagir avec les vendeurs, demander les prix, négocier avec une grâce improvisée, être aimable mais ferme quand quelque chose ne l'intéressait pas. Je l'ai vue, surtout, reconnaître ceux qui lui avaient fait du mal et les nommer sans peur, sans hésitation, pour ensuite continuer sa journée sans permettre que cette présence n'altère sa joie. Sans drame, sans victimisation, constatant simplement un fait, la dame de ma chambre, une étrangère qui lui avait autrefois pris quelque chose, mais qui n'avait plus de pouvoir sur elle. De retour à la maison, alors que le soleil commençait à se coucher et que les lumières de la ville s'allumaient une à une, Lucie a rompu le silence qui s'était installé entre nous. « Maman, tu crois qu'un jour on devra revivre avec mamie et tata ?» La question m'a surprise. Il y avait longtemps que nous n'avions pas parlé d'elle, que nous n'avions pas mentionné la possibilité d'une réunion ou d'une réconciliation. Non, mon amour, nous n'aurons plus jamais à vivre avec elle. « Pourquoi tu demandes ça ?» Elle a haussé les épaules, regardant par la fenêtre du taxi. « Parfois, je rêve qu'on retourne dans l'ancien appartement et que toutes nos affaires ont de nouveau disparu. Et j'ai peur. Mais ensuite, je me souviens qu'on a notre appartement et je me sens mieux. Mon cœur s'est serré. Malgré tous nos efforts pour construire une vie nouvelle et stable, le traumatisme de cet après-midi était toujours présent dans les rêves de ma fille. Les blessures de l'enfance sont profondes et laissent des cicatrices invisibles qui duraient parfois toute une vie. « Lucie, regarde-moi », dis-je, lui prenant doucement le menton pour que nos yeux se rencontrent. Je te promets que je ne laisserai plus jamais personne nous enlever ce qui est à nous. L'appartement où nous vivons maintenant est à nous, et seulement à nous. Personne ne peut nous mettre dehors. Personne ne peut vendre nos affaires. Nous sommes en sécurité. Elle a hoché la tête, et j'ai vu dans ses yeux qu'elle me croyait. Pas seulement parce que j'étais sa mère et que les enfants ont tendance à croire les promesses de leurs parents, mais parce qu'elle avait vu des preuves tangibles que je tenais mes paroles. Je lui avais promis de reconstruire nos vies après ce jour terrible, et nous l'avions fait. Je lui avais promis une maison à nous, et maintenant nous l'avions. Et puis, ai-je ajouté, regarde tout ce que nous avons accompli ensemble. Nous avons des amis qui nous aiment vraiment. Nous avons un travail que nous apprécions. Nous avons notre appartement rempli de choses que nous avons choisies. Nous avons des plantes qui poussent sur notre balcon, et des livres qui remplissent nos étagères. Mais surtout, nous nous avons l'une l'autre. Le sourire de Lucie a illuminé le taxi plus que toutes les lumières au néon qui défilèrent par la fenêtre. « Et j'ai ma nouvelle marionnette », dit-elle en brandissant le petit guignol en bois que nous avions acheté au marché. « Elle va s'appeler Liberté. C'est un nom parfait, » ai-je répondu, sentant mes yeux se remplir de larmes. Non de tristesse, mais d'une fierté si profonde que je pouvais à peine la contenir. Cette nuit-là, tandis que Lucie dormait, serrant dans ses bras sa nouvelle marionnette, je me suis assise sur le balcon de notre appartement,
regardant les lumières de la ville s'étendre jusqu'à l'horizon, comme un reflet inversé du ciel étoilé. J'ai pensé au chemin parcouru, à la façon dont quelque chose d'aussi douloureux que ce qui nous était arrivé pouvait, avec le temps et la bonne perspective, devenir le catalyseur d'une vie meilleure. Nous n'avions pas perdu une famille, nous avions gagné la liberté de créer la nôtre, basée sur le respect et l'amour véritable. Nous n'avions pas perdu une maison, nous avions découvert que le foyer n'est pas un lieu physique, mais l'espace que nous créons avec ceux qui nous apprécient vraiment. Et le plus important, Lucie avait appris une leçon que j'avais mis des décennies à comprendre. Elle avait vu sa mère se relever après avoir été abattue, reconstruire à partir des cendres, transformer l'injustice en motivation pour grandir. Elle avait vu que le courage ne consiste pas à crier plus fort ou à rendre le mal, mais à aller de l'avant, à revendiquer sa place dans le monde sans laisser la rancœur vous consumer. Ce que Lucie a vu ce jour-là au marché, ce n'étaient pas seulement 2 femmes qui nous avaient autrefois fait du mal. Elle a vu son propre pouvoir, sa capacité à nommer la vérité sans peur. Et ce que j'ai vu, ce n'était pas seulement ma fille grandir, forte et sûre d'elle. J'ai vu l'avenir que nous avions construit ensemble, un avenir que personne ne pourrait jamais nous arracher.